Bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer cette deuxième séance en reprenant quelques images, enfin les images que nous avons déjà vues en ce qui concerne les, des images de certaines raffineries, tout simplement pour vous dire que normalement, la raffinerie, ce n'est pas une petite unité de production, mais c'est un ensemble de, de je dirais, d'unités liées les unes aux autres qui s'étalent sur des terrains qui sont assez énormes. On n'a rien qu'à regarder, par exemple, ici, si le port, il y a des bateaux. Vous pouvez imaginer la taille de la raffinerie, si vous voulez. Alors, normalement, c'est là aussi, avec différentes unités que ce soit de séparation, de conversion, bien d'amélioration des produits dérivés du pétrole. Et là aussi, c'est quelque chose d'assez énorme comme installation, bien sûr. Et c'est là que je l'ai choisi, tout simplement parce que c'est une belle photo, une raffinerie toute illuminée, belle, mais attention, à l'intérieur, les choses ne sont pas aussi belles que ça, de point de vue environnemental, je suppose. Hein. Et là, vous voyez donc les différents tours de réacteurs, de séparation, de conversion, et ainsi de suite. Là, pour avoir une certaine idée, je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'une colonne de distillation, mais ça lui ressemble assez bien. Mais en tout cas, ça me montre en quelque sorte pour les grandes installations telles que la raffinerie, le type ou bien la dimension des réacteurs ou bien d'enceintes qu'on utilise à cette échelle. Alors maintenant, on arrive proprement à la distillation du pétrole, ou bien au traitement du pétrole, donc au raffinage, pour en extraire les produits désirés. Ben, la première question qui se pose, pourquoi le raffinage? La réponse est toute simple, parce que le pétrole tel qu'il est extrait des gisements, eh bien, il n'est pas utilisable. Enfin, si ce n'est pour le brûler directement, pour la combustion, avoir de la chaleur, mais sinon, on ne sait rien faire avec. Et donc, il faut, je dirais, le traiter, le raffiner, pour avoir des produits qui ont, eux, des utilisations telles que les combustibles des véhicules, que ce soit l'essence, le diesel ou bien le kérosène, ou bien les produits destinés pour la pétrochimie, pour produire des plastiques en particulier, la pétrochimie et la chimie aussi. Il y a d'autres procédés chimiques qui utilisent des dérivés de pétrole, non pas pour produire des plastiques, mais autre chose, d'autres produits de haute valeur ajoutée. Sinon, donc, vous avez le point de départ qui est le pétrole brut, auquel on va faire un certain ensemble de traitements qu'on appelle raffinage pour aboutir aux produits désirés. D'accord? Alors, ces produits désirés, normalement, on ne peut pas s'intéresser juste à leur efficacité de point de vue économique et rendement, mais aussi d'un point de vue environnemental, parce que il y a des normes à respecter, telles que par exemple la teneur en soufre, pardon,
eh bien, il ne doit pas dépasser une certaine limite. Enfin, je donne le soufre comme exemple. Et il y a d'autres qualités et propriétés de produits finaux que le raffineur doit respecter pour avoir les produits aux normes du marché. C'est bien. Alors, avant de passer au raffinage, supposons qu'on va prendre une certaine quantité je dirais, de pétrole brut dans un bichère et qu'on va chauffer sur un bec benzène. Enfin, on va chauffer, bec benzène, autre chose, c'est pas important. Que va-t-il se passer? Normalement, le pétrole, tel qu'on l'a vu la séance précédente, nous avons vu qu'il y a les paraffines, les naphthènes et les aromatiques. Ce sont trois types de composés. Mais pour le raffinage, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le type, en tout cas pour la première étape du raffinage, qui est la distillation, la séparation à pression atmosphérique. Ce n'est pas je dirais, le type de composé qui nous intéresse, mais c'est plutôt son poids, sa volatilité, je dirais, est-ce qu'il a l'attitude d'être volatile facilement ou bien il faut monter la température à des valeurs assez élevées pour que le produit ou bien le composé passe de la phase liquide à la phase gazeuse. Donc, indépendamment s'il s'agit de paraffine, de naphthène ou bien je vais chercher le pointeur, voilà, la couleur aussi, le rouge, c'est très bien. Donc, indépendamment s'il s'agit de paraffine, naphthène ou bien aromatique, là, lorsqu'on chauffe le pétrole, eh bien, on va avoir l'évaporation constituant de ce pétrole, brut bien sûr. Et en augmentant la température du brut, l'évaporation se fait selon l'ordre suivant. Alors, en premier, on a l'évaporation des produits légers. En deuxième, par après, on a l'évaporation des produits lourds, donc légers et puis les lourds. Donc, je dirais, c'est la première partie du pétrole qui va passer de la phase liquide à la phase gazeuse. Ce sont les produits légers, tels que, par exemple, le méthane, le butane, le propane, et ainsi de suite. Le cyclohexane, pourquoi pas. Mais les constituants qui sont moins légers, c'est-à-dire ils ont des masses moléculaires ou bien le nombre de molécules, le nombre d'atomes de carbone dans la molécule est assez élevé, eh bien, ils vont s'évaporer en augmentant davantage la température. Donc, au fur et à mesure qu'on augmente la température, eh bien, on fait passer la partie, je dirais, moins légère dans la phase gazeuse. Mais à une certaine température, je crois qu'il s'agit de l'ordre de 400 degrés Celsius, enfin plus exactement c'est 380 degrés Celsius, eh bien nous avons, à partir de cette température, les constituants qui n'ont pas encore passé dans la phase gazeuse, c'est-à-dire restent dans la partie liquide, eh bien, en chauffant davantage, on a plutôt la décomposition de ces molécules lourdes et non pas leur passage dans la phase gazeuse. Alors, si on continue à chauffer,
eh bien sûr, normalement, on va, en quelque sorte, la partie ou bien la fraction qui ne passe pas dans la phase gazeuse à pression atmosphérique, normalement, on va la dégrader parce qu'il y aurait dégagement d'hydrogène, il y aurait dégagement peut-être d'un petit peu de méthane, de gaz léger, de, de carbone sous forme de méthane, comme je viens de le dire. Mais je dirais, on aura cette partie-là, si on continue à chauffer à des températures au-delà de 400 degrés Celsius, eh bien, peut-être on va en produire quelque chose, mais ce quelque chose serait toujours moins intéressant que de traiter cette partie-là d'une autre manière. On le verra par la suite. C'est bien. Alors, ici, si vous voulez, le traitement ne dépend pas que de, je dirais, ou bien, je vais le dire d'une autre manière, il n'y a pas un traitement pour tous les pétroles. Parce que, effectivement, les pétroles ne sont pas équivalents entre eux. Si je prends par exemple ce premier-là, eh bien, vous voyez ici, il y a une fraction de produits légers, produits intermédiaires colorose, et puis ces derniers, les produits lourds. Vous avez ici ce dernier, eh bien, les produits lourds, c'est 82%, les produits intermédiaires, c'est 16%, et les produits légers, eh bien, c'est seulement 2%. Donc, entre le premier et le dernier, il y a une très grande différence. Et la façon avec laquelle on va traiter ce premier raffiné, donc la méthode ou les processus qu'on va utiliser pour raffiner ce premier type de pétrole serait obligatoirement différente par rapport à la façon de traiter ou de raffiner la dernière, ou bien le cas de dernier pétrole brut. D'accord? Ici, vous avez le mélange. Le mélange de brut est un mélange de nombreux hydrocarbures qui diffèrent par leurs propriétés telles que masse moléculaire jusqu'à, je prends la masse moléculaire la plus petite, c'est celle de méthane, 16 grammes par mol, mais on peut avoir des molécules dans le pétrole, comme composées dans le pétrole, de 2000 grammes par mol, donc 2 kg par mol. Ce n'est pas quelque chose de, je dirais, d'ordinaire. Ce sont des molécules qui ont une chaîne de carbone très, très, très importante. Avec des points d'ébullition, donc ça, c'est déjà, vous avez une différence en ce qui concerne la masse, ou bien en termes de masse moléculaire. Si on regarde les points d'ébullition, alors point d'ébullition, par exemple, pour l'eau à la température ambiante, point d'ébullition, c'est 100 degrés Celsius. Eh bien, les différentes constitutions du pétrole ont des points d'ébullition qui diffèrent aussi largement. Par exemple, il y a des températures inférieures à la température ambiante. C'est le cas des gaz avec un nombre de carbone C1, C2, C3 et C4. C4, ça veut dire 4 atomes de carbone, C3, 3 atomes de carbone, et ainsi de suite. Et donc, on peut aller jusqu'à plus de 600 degrés Celsius comme point d'ébullition. D'accord? Donc, si vous voulez, une très grande différence en termes de masse moléculaire et point d'ébullition des constitutions du pétrole. Et encore plus, le rapport atomique hydrogène-carbone, eh bien, pour les molécules les plus lourdes, on peut atteindre jusqu'à une valeur aussi faible que 0,5%, c'est-à-dire pour chaque atome de carbone, il y a un demi-atome d'hydrogène.
ou bien pour un atome d'hydrogène correspond 2 atomes de carbone. Donc, ce sont des molécules qui contiennent vraiment très, très peu d'hydrogène, surtout les composés aromatiques, à 3. Ce nombre, ou bien ce rapport hydrogène-carbone, le plus élevé, c'est 4, c'est pour le méthane, donc c'est H4, mais c'est le seul qui contient. Sinon, si on passe à l'alcane suivant qui est l'éthane, eh bien, ça correspond à la valeur de 3. Donc, c'est de H6. 6 sur 2, ça fait 3. Donc, comme vous le voyez, là aussi, en ce qui concerne ce rapport hydrogène-carbone, il passe d'une valeur aussi faible que 0,5 jusqu'à la valeur de 3, et même 4, comme je viens de le dire, pour le cas du méthane. Donc, si vous voulez, en passant en considérant les 3 catégories des constituants, légers, intermédiaires et lourds, eh bien, tous les pétroles ne sont pas équivalents et la différence est vraiment significative, ou plutôt très importante, entre le premier et le dernier. C'est bien. Alors maintenant, on va voir ce que demande le marché, parce que ces différents parties de pétrole, et il y en a qui présentent une valeur ajoutée plus importante et d'autres moins. Bien, la valeur la plus, plutôt la partie la plus évaluée, c'est la partie légère. Puis vous avez la partie intermédiaire et puis vous avez la partie lourde. Et si vous voulez, en 1970, on va comparer, si on veut, la composition des pétroles en termes de parties légères, intermédiaires et lourdes avec la demande du marché. La demande, en 1970 par exemple, c'était à peu près sont équivalents entre les 3, entre la partie légère, intermédiaire et lourde. Donc 42%, 30 et 28. Cette évolution, plutôt cette demande du marché, a évolué en fonction du temps. Donc jusqu'à l'an 2000, par exemple, la demande concernant la partie lourde du pétrole a passé de 42 à 22, donc 20% de moins. Et plutôt, la demande a augmenté pour les 2 autres parties, la partie légère et la partie intermédiaire. Donc, pour la partie intermédiaire, on passe de 30 à 40%, et ici de 28 à... Donc, les 20% de diminution qu'on trouve sur la partie lourde se partagent d'une manière équitable entre les 2 parties, légères et intermédiaires. Donc, si vous voulez, pour le raffinage, il y a cette contrainte de la constitution du pétrole qui n'est pas la même en passant d'un gisement à l'autre, donc il faut en tenir compte. Et d'autre part, eh bien, il faut voir la demande sur le marché. On ne va pas quand même produire un dérivé de pétrole en grande quantité alors que la demande sur ce produit est faible. Donc, les raffineurs, bien sûr, s'adaptent aux besoins du marché pour ce qu'ils cherchent, c'est de gagner de l'argent, bien sûr, être compétitif sur le marché. Et donc, ce qu'on va faire, c'est de s'adapter
aux besoins du marché, bien sûr, tout en respectant les normes qui régulent un certain nombre je dirais, par exemple, de teneurs en contaminants tels que le soufre pour la protection de l'environnement. C'est bien. Alors, dans je dirais, l'ensemble, et donc je dis l'ensemble, attention, le tableau que vous avez ici sous les yeux, eh bien, n'est pas tout à fait exhaustif, c'est-à-dire elle ne reprend pas tous les traitements qu'on fait ou bien qu'on utilise à l'échelle d'une raffinerie. Mais il y en a qui sont les plus importants, bien sûr. Alors, donc, vous avez les processus physiques et chimiques utilisés dans le raffinage de pétrole. Il y a des processus qui sont physiques et d'autres qui sont chimiques. Dans le cas de chimique, il y en a deux types, ceux qui sont thermiques et d'autres qui sont catalytiques. Alors, pour plutôt les étapes physiques ou bien les processus physiques, il s'agit de la distillation, l'extraction au solvant, le disphaltage par le propane. Eh bien, ici, c'est le déparaffinage par le solvant. Et blending, c'est le mélange entre comment mélanger les différents produits pour atteindre la propriété, par exemple, d'un carburant demandé sur le marché. Ici, en ce qui concerne, donc ici, si vous voulez, ce sont des méthodes de séparation, de mélange, d'extraction, si vous voulez, mais on ne casse pas de liaison chimique et on ne forme pas d'autres liaisons chimiques. C'est seulement la séparation. Séparation et mélange, et ainsi de suite. Par contre, dans le cas de processus chimiques, ben bien sûr, comme tous les processus chimiques, on passe de produits de départ pour arriver au produit d'arrivée. Donc, les produits, plutôt les réactifs, on passe des réactifs aux produits. Et pour cela, il y a souvent des liaisons chimiques qui sont cassées, qu'on doit rompre pour former d'autres liaisons chimiques. Ainsi, on forme d'autres substances. Donc, il s'agit bien de réactions chimiques. Ces réactions peuvent être seulement réalisées seulement par l'effet de chaleur thermique. Par exemple, visbreaking, c'est la viscoréduction, c'est-à-dire réduire la viscosité. Delayed coking, c'est la formation de coque, si vous voulez, à la fin du processus de traitement. Et le flexi-coking, c'est en relation avec la formation du cocos. Sinon, les plus importantes, ou bien les processus les plus importants sont des processus catalytiques, tels que l'hydrotraitement. L'hydrotraitement, c'est-à-dire un traitement en présence d'hydrogène, justement pour enlever les hétéroatomes tels que le soufre, l'azote, l'oxygène, et les métaux aussi. Le catalytic reforming, c'est-à-dire le reformage catalytique, donc c'est un processus de reformage en présence d'un catalyseur. Alors, il y a le cracking, catalytic cracking, ou bien le craquage catalytique. D'accord? Et puis, l'hydrocraquage, ou bien l'hydrocracking, c'est la même chose, mais c'est en présence d'hydrogène. Donc,
craquage catalytique si en absence d'hydrogène, alors que l'hydrocraquage, eh bien, c'est en présence d'hydrogène. Il y a des différences entre les deux. Les résultats, enfin les produits sont plus ou moins similaires, mais de point de vue contenu, on souffre. C'est pas la même chose parce que dans le cas de l'hydrocraquage, eh bien, on réalise ce. Donc, vous avez ici l'hydrotreating et dans l'hydrocraquage, on réalise aussi de l'hydrotraitement. Et alors, catalytique dioxine, c'est du paraffinage catalytique. L'alkylation, c'est un processus, mais là, c'est un processus, je dirais, de catalyse homogène parce qu'il se fait en solution avec des acides forts tels que l'acide sulfurique et l'acide fluorhydrique. La polymérisation aussi, l'isomérisation, eh bien, tous sont des processus catalytiques de la catalyse hétérogène, sauf que l'alkylation, c'est de la catalyse homogène. C'est bien. Donc, je dirais, ce tableau, je viens de le dire, il ne reprend pas tous les processus, mais les plus importants quand même. Et vous avez, si vous voulez, donc si on compte, ben, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc 16 unités. Et chaque unité est dédiée ou bien destinée à un seul processus. Mais attention, les processus ou bien ces unités sont liées entre elles parce que les produits la matière première des uns et le produit des autres. Ou bien, je le dis autrement, les produits d'une unité est injecté comme réactif dans l'unité suivante. Et le schéma est assez complexe, bien sûr. Alors là, vous avez un schéma concernant un schéma général. Donc, vous avez, si vous voulez, les pétroles bruts dessalés. Et là, eh bien, il s'agit bien de dessaler le pétrole, le nettoyer. Donc, les sels minéraux qui se trouvent dans le pétrole doivent être éliminés. Il y a ce qu'on appelle la première étape, c'est le dessalage de pétrole. Et ce dessalage, bien sûr, ça consiste à éliminer toutes sortes de sels dans le pétrole en injectant de l'eau, enfin en mélangeant le pétrole avec de l'eau. Et comme je viens de le dire, le tableau précédent ne représente pas tous les procédés, eh bien, ce procédé de dessalage, il est vraiment il est indispensable parce que si on travaille directement avec du pétrole brut sans dessalage, eh bien, on aura des tas de problèmes tels que la corrosion, par exemple, des installations, parce que ces sels produiront de l'acide et ces acides peuvent attaquer les installations métalliques, bien sûr, ça d'une part, et d'autre part, bien la crasse, c'est carrément une boue qui se forme lorsqu'on sépare les sels minéraux qui se trouvent dans le pétrole. Donc cette boue, si on l'élimine pas avant d'injecter le pétrole dans la tour de distillation à pression atmosphérique, c'est la tour que vous avez ici. Voilà. Ça serait quand même des problèmes. Sinon,
on va distiller. Donc, une fois que le pétrole brut est dessalé, on va le chauffer quand même à une température de 380 degrés avant de l'injecter dans la tour de séparation, bien la colonne de distillation. Cette tour, normalement, on va obtenir ce qu'on appelle la partie. Il y aurait plusieurs parties qu'on va récupérer à différents niveaux, bien sûr. Sachez que ici, la température est de 380, mais sa température, bien sûr, en allant dans ce sens, la température diminue. Alors, si la température diminue, eh bien, ça veut dire qu'on aura à la tête, ou bien ce qu'on appelle la coupe de la tête de la tour, eh bien, il ne contiendra que des produits vraiment très légers, des molécules de C1 jusqu'à C6. Alors, je dis C1, molécule qui contient un seul atome de carbone, et C6, molécule qui contient 6 atomes de carbone. Et entre C1 et C6, bien sûr, il y a 2, 3, 4 et 5. C'est bien. Cette partie-là, normalement, on va encore une fois, il y a ces petits tours qui vont séparer. Alors, vous avez ici c'est donc c'est ce mélange de produits légers est injecté dans une tour de séparation, encore une fois, et on obtient ce qu'on appelle l'essence légère. D'accord? Le reste, ça c'est un reflux, bien sûr, pour avoir une meilleure séparation entre les différentes parties. Le reste est injecté dans une tour suivante et on récupère normalement le butane. Donc, il y a du butane qui va être récupéré de cette deuxième. Et puis, cette troisième, on va récupérer le propane. Sinon, le propane, c'est 3 atomes de carbone. Sinon, le reste ici, eh bien, c'est le gaz de raffinerie, c'est C1 et C2. D'accord? Donc, je dirais la partie, ou bien la coupe, on parle plutôt de coupe. La coupe, la première coupe ici, eh bien, c'est plutôt des gaz. Jusqu'à ici, vous avez l'essence légère, c'est si on suppose que la totalité du butane qui a 4 atomes de carbone, donc c'est un C4, et séparé au niveau de la deuxième tour, eh bien l'essence légère est constituée de C5 et C6. On aura un traitement d'isomérisation, on verra par après pourquoi. C'est justement pour améliorer l'indice d'octane. Et puis, vous avez ici donc de C1 jusqu'à C4, on va enlever C4. Ici, on va enlever C3 et le reste, bien sûr, il passe dans ce qu'on appelle gaz de raffinerie. Alors, parfois, vous trouvez GLP, eh bien, c'est gaz liquéfié de pétrole et il s'agit du propane et du butane. Et normalement, c'est ce qu'on utilise dans les bonbons à gaz qu'on utilise chez nous dans notre cuisine. Sinon, il y a le naphtha, donc deuxième coupe. Dans certains schémas, on parle de naphtha légère qui est celle ici, C5 et C6. D'accord?
Et ici, c'est une nafta lourde. Alors, nafta lourde, on va lui faire un traitement de reformage. Et on verra ce que c'est que ce reformage. Et une partie, bien sûr, c'est toujours vers l'essence, donc comme produit final. Et le reformage s'accompagne par la production d'hydrogène. Bien sûr, attention, il ne faut pas croire que cet hydrogène, c'est un produit secondaire, non. Il est largement utilisé par les traitements, hydrodesulfurisation et le craquage, l'hydrocraquage, et ainsi de suite. Donc, parfois, les raffineurs achètent davantage, même s'ils produisent de l'hydrogène au niveau de la raffinerie, eh bien, ils rachètent davantage l'hydrogène pour accomplir je dirais, pour le besoin de différents procédés utilisés au niveau de la raffinerie. C'est bien. Maintenant, vous avez les autres traitements. Alors, il y a le craquage catalytique, polymérisation et alkylation, hydrodesulfuration, traitement de finition. Et là, les différents, je dirais, le produits finaux, propane, butane, à partir desquels on peut former le GLP, l'essence, carboréacteur, gazole. Carboréacteur, c'est kérosène pour les avions, fuel domestique, le fuel et le coke. Mais il y a encore d'autres produits, tels que par exemple les huiles minérales qu'on utilise comme lubrifiant dans les moteurs à combustion. Il y a les paraffines, il y a l'asphalte, beaucoup d'autres produits qui ne sont pas mentionnés sur ce schéma. Bon, alors viscoréduction est ici, liquéfaction, c'est à partir des parties qu'on va, je dirais, obtenir de sa tour. Alors, peut-être que je n'ai pas encore expliqué le rôle de sa tour. Eh bien, ici, on a, je dirais, séparé certaines parties, donc légère, nafta, kérosène, gazole lourd, gazole léger, gazole lourd, d'accord? Et il reste ce qu'on appelle le résidu atmosphérique, parce que la pression à l'intérieur ici, c'est une pression atmosphérique et bien sûr, la température d'ébullition, ça dépend de la pression. Imaginez que, par exemple, si je vous demande quelle est la température d'ébullition de l'eau, eh bien, vous allez me répondre peut-être, que sa température d'ébullition, c'est 100 degrés Celsius. Normalement, c'est faux, parce qu'il faut compléter la réponse, ou bien compléter la question, tout d'abord, à quelle température? Plutôt à quelle pression? Alors, si on a la pression atmosphérique, bien sûr que la température d'ébullition de l'eau, c'est 100 degrés Celsius. Mais si on change de température, plutôt on change de pression, eh bien, la température d'ébullition change aussi. Tel que, par exemple, lorsqu'on cuit les aliments dans une casserole à pression, ce qu'on appelle par la cocotte minute, eh bien, dans la casserole, la pression monte et la température d'ébullition monte aussi. Et par conséquent, on peut atteindre la température, si mes souvenirs sont bons, de 120 degrés Celsius. C'est-à-dire que la température de diminution de l'eau est de 120 degrés Celsius. Ça, c'est on augmente la pression. Dans le cas contraire, si on diminue la pression, eh bien, ça serait une diminution de la température d'ébullition
Et là, je vais vous citer un exemple que j'ai, une petite expérience que j'ai réalisée moi-même. J'ai mis dans de l'eau, dans enceinte, dans un récipient, un Erlenmeyer, si vous savez ce que c'est. Cet Erlenmeyer, je l'ai connecté à une pompe mécanique. Alors, la pompe mécanique, il y en a plusieurs types de pompes et chacune a son domaine d'utilisation selon le domaine de pression, bien sûr. Mais sinon, la pompe mécanique, eh bien, ça permet de passer de la pression atmosphérique jusqu'à une pression de l'ordre de 10-2, 10-3 torr. Torr, c'est millimètres de mercure, bien sûr. Donc, et ce vide-là, on appelle le vide primaire. Donc, si vous voulez, les gens qui ont déjà utilisé des enceintes sous vide ou bien qui peut-être dans l'avenir auront cette occasion de, de confronter des systèmes de vide, eh bien, on parle de vide primaire, le haut vide et l'ultra haut vide. L'ultra haut vide, ça peut aller jusqu'à 10-10 torr, mais les pompes ne sont pas les mêmes, bien sûr. Les pompes à un vide aussi faible que 10-10 torr en pression, eh bien, là, on utilise des pompes ioniques, des pompes à diffusion aussi. Enfin, notre but, c'est pas le vide et les pompes qui les produisent. Mais sinon, j'ai connecté donc l'enceinte ou bien le récipient qui contient de l'eau à la température ambiante, bien sûr. La température ambiante, c'est de l'ordre de 25 degrés Celsius dans un laboratoire, enfin, je suppose. Et j'ai commencé à vider la phase gazeuse de l'enceinte. Eh bien sûr, on va évacuer l'eau sous forme de vapeur dans la phase gazeuse de l'enceinte, mais on doit faire déplacer l'équilibre. Enfin, puisqu'il n'y a pas de l'eau dans la phase gazeuse, sinon, je dirais un équilibre, c'est quoi? C'est un passage du liquide vers la phase gazeuse et en même temps, on a le passage inverse, c'est-à-dire la phase gazeuse vers le liquide. Et ces passages sont tout le temps, même si le niveau de liquide reste le même, mais on a toujours ce passage donc de la phase liquide à la phase vapeur et l'inverse. Mais une fois qu'on évacue la phase gazeuse, que va-t-il se passer? À l'équilibre de changement d'état, si vous voulez, entre l'eau liquide et l'eau gazeuse, va se déplacer et va se déplacer vers la phase gazeuse. Donc de l'eau qui passe de liquide vers la phase gazeuse. Et en continuant à pomper, on arrive à faire bouillir de l'eau à la température ambiante. Bouillir, ça veut dire quoi? C'est la formation de bulles et donc toute cette agitation de bulles à l'intérieur de la masse d'eau. Attention, bouillir, ça ne veut pas dire qu'on a chauffé, c'est plutôt on a refroidi parce que les molécules d'eau qui vont passer dans la phase gazeuse, ils auront une certaine énergie supérieure par rapport à celle de la phase liquide. Il n'y a pas d'autre moyen euh, d'avoir cette énergie, sinon de l'épuiser du liquide lui-même. Et donc, le phénomène, ça a commencé par l'ébullition de l'eau, et puis par après, eh bien, on a une cristallisation, donc on a refroidi on continue le pompage, on a refroidi l'eau et est arrivé à 0 degré Celsius
et c'est formé de la glace. Voilà. Donc, tout cela pour vous dire que le point d'ébullition, lorsqu'on vous donne un point d'ébullition, eh bien, ce point d'ébullition correspond à une pression bien donnée. Puisque la pression atmosphérique règne autour de nous, eh bien, ça sous-entend le point d'ébullition à la pression atmosphérique. Alors, donc, toutes ces parties ont été extraites de la tour, mais vers le bas, il y a ce qu'on appelle là le résidu, résidu atmosphérique, et qui représente aux alentours de 40%. D'accord? Ce résidu, normalement, elle va être traitée dans ce qu'on appelle l'unité de distillation à pression réduite. Alors, on va extraire un certain nombre de parties, quelques fuel 1, fuel 2, et puis le gazole lourd qui va donner, traité par l'unité de craquage catalytique et qui va à l'essence, soit en utilisant la polymérisation, l'alkylation pour l'essence, ou bien directement dans l'essence. Ça, il représente bien sûr deux parties, la partie la plus légère et la partie la plus lourde. Enfin, sous forme de gaz. Donc le gaz va être polymérisé, ou bien elle va subir une alkylation. Alkylation, c'est la liaison entre deux parties, deux molécules, ou bien une molécule à laquelle on va ajouter un alkyle, et donc l'augmentation de la masse moléculaire. Bon, on ne va pas trop s'attarder sur ce schéma qui, ma foi, est assez simple. C'est le schéma, je dirais, le plus simple qu'on puisse trouver pour représenter une raffinerie. Mais sinon, ici, c'est un schéma qui est plus, avec plus de détails et plus de renseignements. Voilà. Ici, donc après le dessalage, vous avez le pétrole brut est constitué de 1% de gaz, essence 22%, kérosène 9%, gazole 27%, et la coupe lourde est de 41%. Donc cette partie lourde représente 41%, c'est pas rien. Il faut, bien sûr, et les raffineurs, ils ont réussi à transformer cette partie lourde, à la traiter, en commençant par le traitement à pression réduite, la distillation à pression réduite, d'accord, pour en fabriquer des distillats de C20, C50. Et encore, nous avons le résidu, voilà, ce vide fond du baril, c'est-à-dire vraiment la partie la plus lourde du pétrole, à laquelle on va essayer de appliquer ce qu'on appelle le traitement de viscoréduction, c'est-à-dire il y a une viscosité qui est très élevée et on va essayer de la réduire. Une autre partie, c'est la coquifaction, et ainsi de suite. Et ça donne, donc toute cette partie-là, le résidu, ce vide, eh bien, ça donne quand même des utilisations, enfin des produits finaux, tels que le coke, par exemple. Le coke qu'on utilise dans les centrales thermiques, dans les cimenteries, par exemple. Le bitume, ça c'est pour la préparation, je dirais, le traitement des pavés, des routes, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, vous avez ici le fuel lourd, donc une partie quand même
pour obtenir du fioul lourd. Et normalement, on doit faire attention à la viscosité, à la teneur en soufre. Bon, c'est très bien. Alors, maintenant, vous avez, s'il vous plaît, le processus de, plutôt les, tout à l'heure, nous avons vu qu'il y a, on a classé les processus de traitement selon trois catégories, enfin selon deux, traitement thermique et traitement chimique. Et pour les traitements chimiques, il y en a deux catégories, thermique et catalytique. Ici, on va les séparer, les classer selon l'utilité du processus. Vous avez ici des processus de séparation avec la couleur bleue, processus de conversion, couleur rouge, processus de traitement, donc c'est pour éliminer le soufre par exemple, et puis processus de mélange. Alors, dans certains cas, pour certaines d'autres auteurs, si vous voulez, qui traitent du raffinage de pétrole, d'autres références, on va parler que de 4 catégories en rassemblant les processus de mélange et les processus auxiliaires dans la même catégorie, si vous voulez. Bon, ici, on a, je dirais, classé les différents processus selon l'utilité, bien sûr. Alors, vous avez ici traitement de distillation, c'est cette partie-là. D'accord? Ici, unité de raffinage, enfin, raffinage. L'ensemble, c'est du raffinage, mais je dirais c'est de conversion. Ici, fabrication de produits. C'est très bien. Donc, on part d'un brut avec ses différents constituants. Normalement, au niveau de la distillation atmosphérique, on va séparer les 4 parties. La première, la deuxième constitue, donc la première constitue de C1 jusqu'à C10. Donc les molécules de carbone, plutôt les molécules qui contiennent un nombre de tonnes de carbone de 1 jusqu'à 10. Kérosène, de 10 jusqu'à 13. Puis vous avez le gazole, de 13 jusqu'à 20 ou 25. Et la partie, le résidu atmosphérique, c'est donc ce qui reste du gazole, bien sûr, c'est au-delà de 20 ou 25. C'est bien. Maintenant, si on suit le cheminement de la première partie, eh bien, on va, au niveau de cette partie, donc cette coupe de C1 jusqu'à C10, on va avoir une première partie qui gaz combustible de C1 jusqu'à C2, donc soit l'éthane et le méthane. C'est exactement comme on l'a vu sur l'autre schéma. Vous avez le propane C3 et le butane C4. D'accord? Alors,
Les gaz combustibles CH2, eh bien, ils vont je dirais, au four de la raffinerie pour produire de la chaleur, bien sûr, et même au niveau de la première distillation, eh bien, on utilise beaucoup de la vapeur d'eau pour ajuster, rectifier, enfin, pour avoir une meilleure séparation entre les différentes parties. Ceci parce que, attention, lorsque je dis que je reviens au cas de l'eau, lorsqu'on dit que l'eau bouillit à la température de 100 degrés Celsius à la pression atmosphérique. Mais nous avons tous fait l'expérience de mettre une casserole avec de l'eau sur le feu. Eh bien, il y a de l'eau qui passe dans la phase gazeuse, qui commence à passer, visuellement on le voit, donc de la vapeur qui part de la casserole vers la phase gazeuse, l'atmosphère bien sûr, à des températures encore très basses, telles que par exemple, enfin, je vais dire un chiffre au hasard, à partir de 40, 45, 50 degrés Celsius. On va avoir une certaine quantité d'eau qui passe dans la phase gazeuse. Attention, si on a par exemple un mélange alcool, éthanol par exemple, et l'eau, l'éthanol c'est 78, je crois, degrés Celsius, son point d'émission à la pression atmosphérique. Donc, normalement, en principe, si on chauffe jusqu'à la température de 80, l'eau va rester et l'alcool va passer dans la phase gazeuse qu'on va condenser et récupérer l'alcool seul, pur à 100%. Eh bien, on n'a jamais 100% d'alcool. On a toujours une certaine quantité d'eau qui passe avec parce que même si l'eau ne bouillit pas à la température de 80, mais on a de la vapeur d'eau qui passe dans la phase gazeuse et qui va, je dirais, être mélangée avec la phase gazeuse, l'éthanol gazeux. Donc, si vous voulez, ces parties-là, il ne suffit pas de régler la température, mais on joue aussi sur la pression à l'intérieur, pression des, des constituants, pression partielle des constituants. Enfin, il y a toute une série de calculs à faire préalablement pour déterminer le niveau auquel on va couper. Parce que le niveau, c'est l'ingénieur, ceux qui s'occupent de la distillerie, sont eux qui vont décider à ce niveau-là, on va couper et selon les conditions telles ou telles, on va couper là et là et là. Donc, si vous voulez, vous avez effectivement, pour maîtriser, réguler les conditions à l'intérieur de la colonne de distillation, c'est là par exemple, eh bien, il faut bien sûr jouer sur la pression, la température pour bien séparer les différentes parties. Donc ici, si vous voulez, c'est justement pour dire que si on a du gaz, du combustible qu'on va faire brûler pour produire de la chaleur, Dieu sait qu'on a besoin de beaucoup de chaleur au niveau d'une raffinerie pour mener à bien les différentes unités. Et si aussi sont que ce soit les homérisations, reformage catalytique, hydrocraquage, craquage catalytique, FCC, eh bien, sont viscoréduction, ainsi de suite, sont des procédés qui se font à des températures assez élevées. Donc, on a besoin de
d'une source de chaleur, tel que le gaz combustible, CH2. Et si ce n'est pas suffisant, on doit chercher notre source de combustible pour chauffer ou bien pour porter les différentes parties de l'installation de la raffinerie aux températures désirées. Alors donc, vous avez le propane et le butane, normalement, c'est commercial. Donc, c'est ce qu'on utilise, je vais le dire tout à l'heure. C'est commercial et vous avez là, donc, sous forme, elles peuvent être utilisées soit sous forme de produits finis ou bien une partie de butane par l'alkylation. D'accord? L'alkylation que nous avons ici, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est l'alkylation? Mais il n'est pas pris ici. Sinon, ici, on doit avoir, cette flèche correspond à une alkylation. Et cette alkylation, eh bien, elle va donner un produit qui va être intégré, mélangé dans le carburant essence, bien sûr, avec un indice d'octane de 95 à 98. On verra ce que c'est qu'un indice d'octane. Alors, c'est bien. Dans le cas de l'essence, dans le cas de l'essence, eh bien, il y en a deux parties, essence légère, essence lourde. Légère, c'est C5 et C6, et l'essence lourde, c'est C7 jusqu'à C10. La première, la légère, elle va subir une isomérisation. Et l'indice d'octane dont je vous parle, c'est celui-là, parce que cette essence légère, avant isomérisation, on a un indice d'octane. RON, ça veut dire Research Octane Number. Research Octane Number, ou bien le RON, c'est l'indice d'octane, on sait. Et bien, il est seulement de 60 à 80%. Alors que dans l'essence, on doit avoir 95 à 98. Donc, ce n'est pas suffisant. Eh bien, lorsqu'on réalise l'isomérisation, il s'agit bien d'un processus d'amélioration, si vous voulez, parce qu'on ne change rien comme substance, mais seulement de l'isomérisation. Et le produit qui est l'isoméra, eh bien, il a un indice d'octane de 83 jusqu'à 90 et qu'on va mélanger dans le carburant. Donc, si je prends le cas du carburant qui est l'essence, bien sûr, ici on parle de l'essence, sinon le gazoil et le fuel domestique est encore vers le bas, eh bien, l'isoméra qui vient de l'isomérisation, c'est 83-90. Il y a le reformat qui vient du reformage, c'est 98 à 102. Il y a aussi l'essence qui vient de FCC, donc fluide catalytic cracking, ou bien le craquage catalytique fluidisé. D'accord? Et vous avez donc un certain, je dirais, plutôt l'indice d'octane qui est élevé, en tout cas, qui va qui ne va pas, en quelque sorte, faire abaisser la valeur d'indice d'octane de 95 jusqu'à 98. Il y a aussi une autre partie qui vient de l'hydrocraquage. Donc ici, on a le craquage catalytique et ici, on a l'hydrocraquage. Et cet hydrocraquage, eh bien, ça donne aussi une partie de l'essence. Sinon,
Voilà, il y en a 5 parties. Ces deux-là sont des craquages, que ce soit craquage FCC ou bien hydrocraquage. Et c'est le reformat, et c'est l'isonoira, et c'est l'alkylation. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas ici mis l'alkyla. Mais sinon, vous avez donc la propriété la plus importante d'une licence, c'est 95 comme indice d'octane, 95 jusqu'à 98. D'accord? Et bien sûr, la teneur en soufre. Alors, la teneur en soufre, elle ne doit pas dépasser la valeur qu'on a ici. Et la valeur qu'on a ici, c'est des grammes par tonne maximum. Alors, des grammes par tonne, vous n'avez qu'à faire les calculs. Et normalement, on doit trouver 10 ppm. Je suppose, hein, c'est mes calculs, si je ne me trompe pas, eh bien, c'est 10 ppm. Tonne, c'est 1000 kg. Et le gramme, c'est 10 puissance moins 3 kg. Donc, déjà, il y a puissance un rapport de 10 puissance 10. D'accord? Et 10 puissance 10, c'est 1 million. Donc, c'est 10 ppm, donc partie par million, si vous voulez. Voilà. Donc, je dirais le produit, je dirais pas le plus important, mais pour lequel on cherche à produire le plus, c'est l'essence. Dans d'autres pays, c'est plutôt le gazole, parce que on préfère les voitures, tel que le cas du Maroc, par exemple. On préfère les voitures en diesel et non pas en essence. Mais ça dépend, je dirais, de, du besoin du marché, encore une fois. Donc, les raffineurs s'adaptent aux besoins du marché. Et sinon, vous avez ici, alors pour revenir à la chose la plus importante que présente cette diapositive, donc vous avez ici traitement de distillation. Donc tout cela sont des traitements de séparation, si vous voulez, qui se font des tours successives pour séparer la plus lourde, la partie la plus légère de la partie la plus lourde, en se basant bien sûr, exactement comme dans le cas de la distillation atmosphérique, sur le point d'ébullition, donc sur la légèreté et des composés et la lourdesse des autres composés. Alors donc ici, ce sont des traitements de distillation. Le traitement, je dirais, de conversion et non pas de raffinage, une étude de conversion. Et lorsqu'on dit conversion, eh bien, ce sont des réactions chimiques qui se font, bien sûr, parce que dans le cas de l'isomérisation, eh bien, des liaisons qui sont cassées et d'autres qui sont formées, reformage catalytique aussi, et ainsi de suite. Et là, vous avez ce qu'on appelle fabrication des produits. Alors, fabrication du produit, il y a aussi en jaune ici, vous avez les, euh, les processus de traitement. Et c'est principalement, ce sont des traitements d'hydrosulfuration, que ce soit dans cette partie-là, ici, donc l'hydrosulfuration, hydrodisulfuration, pardon. Donc, ça se passe déjà au niveau ici, licence légère et licence lourde. Il faut l'enlever. Sinon, on va se retrouver avec de l'essence qui contient beaucoup de soufre. Sinon, ici, dans le cas du gazole, ici, on doit faire un traitement. Et là aussi, vous avez des traitements HTS. Donc, ce sont des traitements d'hydrosulfuration.
C'est bien. Donc ça, c'est en jaune. Et ce qui est en vert, donc cette partie-là, c'est mélange des bases contrôle de la qualité. Donc, on va mélanger. Vous voyez bien que l'essence, il consiste d'un certain nombre de, de flux qui viennent de différentes parties de la raffinerie, de la partie la plus légère jusqu'à la partie la plus lourde. D'accord? Et justement, il faut donc faire un mélange de telle sorte à respecter les normes auxquelles le carburant essence doit correspondre. Même chose pour le jet ou bien kérosine. Celle-là, c'est plutôt la propriété principale, c'est la tenue au froid et la corrosivité. La tenue au froid parce que, enfin, pour ceux qui ont déjà voyagé en avion, à des kilomètres de la Terre, donc les avions sont plus ou moins à des kilomètres comme altitude de la Terre, eh bien, à ces endroits, eh bien, cette altitude, la température, on atteint facilement une température inférieure à moins 50 degrés Celsius. Donc, moins 50, moins 55, ce sont des températures ordinaires à l'altitude de 10 km. Vous savez que pour les voitures, on utilise ce qu'on appelle l'antigel dans les radiateurs pour ne pas avoir la gélification ou bien la solidification de l'eau de refroidissement du moteur. Et donc, l'antigel, ça permet de garder cette solution qui est l'eau avec l'antigel, enfin l'antigel, qui ne va pas se solidifier à la température de 0 degré Celsius, mais elle le fait à des températures beaucoup plus faibles. Dans le cas du kérosène, eh bien, il faut quand même que ce kérosène reste liquide à la température, je dirais, qu'on donne comme norme. Je crois que cette norme, c'est moins 47 degrés Celsius, parce que si on se trouve avec du kérosène dans le réservoir de l'avion sous forme solide, on ne peut pas le pomper, donc on ne peut pas le faire arriver jusqu'au moteur, et par conséquent, on serait, sans carburant, et donc vous pouvez imaginer la suite. Et par conséquent, donc, les, les carburants, enfin le kérosène, pardon, je suis fatigué, je dois arrêter, je crois. Ça fait déjà 1h15. Il est temps d'arrêter, je crois. Mais sinon, ben, je reviendrai sur ce schéma qui reprend, je dirais, la plupart des la majorité des transformations qu'on doit utiliser au niveau d'une raffinerie. Mais attention, ça reste encore un schéma plutôt simple parce que les raffineries modernes sont encore plus complexes que ça. Donc, ceci, ça constitue une sorte d'image simplifiée d'une raffinerie. Merci et à bientôt pour la séance suivante.